Salut à tous, à nouveau. Je suis de retour. Grégory, je vous ai fait une petite introduction à 9h30 sur cette matinale qu'on allait vivre ensemble autour du Sales Enablement. Et là, je suis avec mon ami Sébastien. Je dis ami parce qu'on se connaît depuis pas si longtemps que ça finalement, mais très rapidement, on a eu beaucoup d'atomes crochus et d'intérêts communs. Alors, l'amour de la Grèce, évidemment. Je le porte plus dans mon nom que toi, mais je sais que tu le portes presque encore plus que moi dans ton sang. Ça, c'est magnifique. De la culture, de l'art, de la musique, du jazz. Tu m'as promis qu'on irait voir un concert de jazz ensemble, j'ai pas oublié. Et voilà, je t'ai rencontré au début dans un cadre très professionnel, qui le reste aujourd'hui aussi toujours, mais quand tu étais CMO de Microsoft, il restait plus de 20 ans, je crois. Tu vas nous raconter ça aussi, parce qu'évidemment, ça donnait un peu la couleur de ta carrière jusqu'à présent. Et là, tu t'es lancé dans le vide, quelque part, en créant ta boîte Icaria. Tu vas nous en dire plus aussi, mais voilà, tu es un as du marketing digital. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans, hein, les stratégies de contenu digital, l'IA, tu étais au cœur de cette révolution, évidemment. Et aujourd'hui, tu es devenu consultant high-end, j'ai envie de dire, sur des sujets qui touchent aussi au Sales Enablement. Et si tu es à mes côtés pour clôturer en fait cette matinale, c'est qu'il y a quelques mois, je t'ai dit, mais toi, Sébastien, si tu avais un conseil à me donner ou une direction à prendre pour You Love Work dans le cadre de son développement, tu irais sur quelle verticale, sur quel sujet? Tu m'avais dit le Sales Enablement. Et donc, je pense qu'on te doit une partie de ce choix qu'on a fait avec Bertie, Romain et toute l'équipe chez You Love Work, de dédier notre 3e Content Morning à cette thématique que tu adores aussi. Et donc, tu vas nous parler là. Tu as prévu de nous partager des chiffres clés, de revoir les définitions, de nous dire que si c'était pas encore suffisamment clair sur comment on devait y aller et pourquoi on devait y aller, tu nous le rappellerais. Et puis, tu as pris beaucoup d'initiatives dans ta carrière sur ce sujet du Sales Enablement que tu maîtrises très bien. Donc voilà, tu vas nous partager ça. On se donnera quelques minutes pour les questions-réponses. Puis, on va clôturer ce joli moment avec toi si tu es toujours OK. Magnifique. Ok, cool. J'attaque sur peut-être tu veux dire un mot sur toi d'abord avant que je te fasse revoir la définition du Sales Enablement. Merci beaucoup pour cette introduction, cher Grégory. Plaisir d'être ici après notre rencontre il y a à peu près 2 ans maintenant. Exact. Et comme quoi, c'est pas la durée qui fait des grandes amitiés. Non. Moi, très, très heureux d'être ici pour parler de ce sujet dans un contexte qui est un peu particulier puisque j'ai pris mon envol de chez Microsoft au 1er juillet dernier, après 2 décennies de bons et loyaux services pour cette entreprise qui est absolument formidable et dans laquelle j'ai pu, développer des expériences autour du marketing, de la data, de la tech, des sujets qui me passionnent et autour desquels je peux me qualifier d'intrapreneur. J'ai toujours été intrapreneur, je travaille avec des entrepreneurs, même étant chez Microsoft, et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé de créer Icaria.tech, autour de 3 domaines. Un domaine lié au marketing et plus particulièrement à la vente et au marketing connecté. On en parlera parce que quand la connexion se fait bien, c'est vraiment au bénéfice de l'entreprise. Un domaine lié à tout ce qui est plateforme pour gérer des événements et des communautés professionnelles en marque blanche. Aujourd'hui, c'est un levier, je dirais, pour tous les marketeurs de collecte et de traitement, d'enrichissement de ce qu'on appelle la first party data, la donnée prioritaire. Et les entreprises aujourd'hui sont valorisées ou fonctionnent de façon plus pertinente quand elles ont une bonne first party data. Et le 3e domaine, c'est tout ce qui est diagnostic de maturité digitale des entreprises et des organisations. Je sais que tu es très demandé aujourd'hui depuis que tu es parti de Microsoft. Alors, tu l'as dit, tu as vécu une aventure magnifique dans cette boîte et tu es encore évidemment en contact avec eux. Tu es très sollicité de toutes parts, on veut ton expertise. La nôtre ce matin, c'est vraiment celle sur le Sales Enablement. Peut-être tu voulais nous reprendre un peu ta définition de ce que c'est. Oui, je crois que ce matin, tu as introduit ce qu'est le Sales Enablement. Je crois qu'on est assez proche. Pourquoi j'ai remis ce point en conclusion, c'est que quand je discute très fréquemment, des personnes de notion de ce qu'est le Sales Enablement se rendent compte, se disent oui, c'est important, mais ne savent pas exactement ce que c'est. C'est ça. C'est très simple. C'est l'ensemble des ressources, des pratiques et des formations qu'on met à disposition des commerciaux pour qu'ils soient plus efficaces. Ces ressources qui permettent à ces commerciaux d'être augmentés aujourd'hui grâce à la tech, grâce à l'IA. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand c'est bien fait, c'est du gain de temps, du gain d'efficacité et bien sûr du gain de chiffres. Bien sûr. Et des outils techniques aussi. Je crois que tu étais un des premiers à me parler de Seismic. Absolument. Donc en effet, je crois que la brique technologique, comme on a pu le voir ce matin, elle est fondamentale aussi. Oui, c'est les ressources dont je parle et qui sont absolument indispensables pour pouvoir en faire de façon efficace. Trop bien. Tu voulais tu voulais continuer de lever les objections. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. S'il y en a qui, parce que
il y a pas mal d'entreprises que je peux côtoyer, où là, j'ai des rencontres que je fais régulièrement, où pas mal d'entreprises ont des bons produits, mais ne sont pas forcément équipées ou pas forcément les bons niveaux de gouvernance pour pouvoir, je dirais, développer leur croissance. C'est pas que de la tech, c'est aussi de l'humain, on va en reparler. Ouais. Et je voulais aussi rappeler quelques faits et chiffres pour indiquer que le Sales Enablement, c'est pas quelque chose qui est un peu anecdotique, c'est une tendance de fond. Au cours des 5 dernières années, on voit, j'ai regardé pas mal d'études, une de celles que je cite, qu'il y a une augmentation de la pratique du Sales Enablement qui est significative, 343% du développement de cette pratique dans les entreprises au cours des 5 dernières années, ce qui est énorme, mais ce qui veut dire aussi qu'on parle de pas grand-chose. C'est vrai. Et que la croissance, elle est encore solide et forte pour les prochaines années. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi qui est hyper intéressant, c'est que 75% des entreprises qui ont mis des pratiques, qui ont sollicité des personnes des équipes pour faire du Sales Enablement, qui ont investi dans des outils, ont vu dans les 12 mois après l'implémentation, leurs chiffres augmenter, s'améliorer. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement parlant parce que quand tu as 3-4 entreprises qui font ce retour-là, on sait que c'est tangible. Oui, bien sûr. L'autre point aussi que je trouve extrêmement intéressant, dès que les entreprises ont un certain nombre de commerciaux, c'est bien structuré. Et encore, je m'aperçois que ce n'est pas systématiquement le cas, en fait. Mais dès qu'on a un certain nombre de commerciaux, on va dire plus d'une vingtaine, une trentaine, normalement, on pilote l'entreprise avec ce qu'on appelle le forecast. Et la qualité du forecast est déterminant dans la croissance, la rentabilité de l'entreprise. Plus il est précis, plus on fonctionne bien. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on mesure, que les dirigeants mesurent, c'est le taux de conversion sur forecast. Et on s'aperçoit qu'en moyenne, les boîtes qui ont mis en place des pratiques Sales Enablement ont un taux de conversion, de closing sur le prévisionnel des ventes de l'ordre de 49,5%, versus des entreprises qui ne le font pas, qui ont des taux de closing de l'ordre de 42%. Donc, on est quasiment sur du 8 points d'écart, ce qui est énorme. Et en parallèle de ça, si des personnes par hasard ne seraient pas encore convaincues, ce que l'on observe, c'est que les entreprises qui ont mis en place ces pratiques de Sales Enablement, en général, voient des atteintes d'objectifs améliorées de 8% en moyenne par rapport à celles qui ne le font pas. Ouais, c'est incroyable. Hyper intéressant. Je tendais l'oreille là. On était en train de préparer notre momentum à toi et moi tout de suite, mais j'écoutais Mélanie juste avant et je découvrais finalement que certains des KPI ont vraiment changé, notamment le fait d'influencer la vente. Et donc je découvrais avec notre ami Hervé et Mélanie toujours que, en effet, tu parlais du sujet du forecast, mais le forecast c'est un point. Et pour réussir son forecast aujourd'hui, il faut avoir des actions qui vont influencer la vente sur des key décisionnaires. Et ça, c'est assez incroyable. En toi, le Sales Enablement, je pense que c'est un outil redoutable. C'est un outil qui est redoutable parce que le Sales Enablement, si on parle CRM, alors CRM, c'est vraiment, j'en parlerai juste après, c'est le ground zero, c'est fondamental. Comment j'arrive à, quand je développe ma pratique du Sales Enablement, à affiner la mise à disposition des contenus pour les commerciaux en fonction du sales stage, donc du niveau de maturité de mon deal dans le CRM. Quand je fais bien ça, j'accélère encore. Bien sûr. Donc, Ground Zero, c'est le CRM, avec ma capacité à bien former mes commerciaux pour pouvoir faire en sorte que les contacts, le prévisionnel, les informations soient bien renseignées. Du coup, que mes sales stages soient précis et en lien avec les sales stages dans le CRM, comment ensuite je développe une culture de la production de contenu en fonction de la maturité. Exactement. Il y a un sujet qu'on aime beaucoup chez Youlover, c'est ce qu'on appelle le content mapping. À chacune des étapes de production et de diffusion de ton contenu, il faut avoir des contenus qui soient vraiment dédiés. Et tu vas pas produire un contenu pour un key décisionnaire, un CEO d'une boîte, comme tu le feras pour le chef de projet, qui est important dans le funnel. Mais voilà, qui aura d'autres attentes, qui sera peut-être un pivot pour toi pour aller convaincre quelqu'un d'autre dans la boîte. Et c'est vrai qu'on suit de plus en plus, étape par étape, son compte clé. Tout à fait. Et en ça, le Sales Enablement, c'est pas juste faire un super contenu pour tous ces commerciaux. Bon, je crois qu'on l'a suffisamment bien expliqué ce matin, mais je le rappelle. C'est vraiment de s'assurer qu'à chacune des étapes, pour chacune des personnes qu'on va viser, on a le bon contenu qui fera la différence. Complètement. Et c'est peut-être ce qui explique, je vais faire la transition sur la prochaine slide, que tu me disais aussi à la petite pause café juste avant, qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui se sont investies aujourd'hui sur le Sales Enablement. Donc, c'est un sujet sur lequel tu as expliqué qu'il y avait encore énormément de marge de progression. Et encore pas mal de boîtes qui n'y étaient pas allées, qui vont y aller, j'espère, après nos discussions de ce matin. Mais il y en a qui ont beau y aller, avoir décidé de le faire, ça ne veut pas forcément dire qu'à la clé, tu as les résultats escomptés. Donc, toi, tu avais 5 facteurs clés de succès à nous partager. Je ne sais pas si tu veux que j'avance dessus maintenant. Oui, je veux bien, mais par rapport à ce que tu mentionnes,
et en lien avec ces points problématiques justement là qui apparaissent sur l'écran. Là, je sors d'un rendez-vous, j'étais avec un fonds d'investissement qui coach pas mal, qui suit un certain nombre de startups qui ont des produits de très grande qualité, mais la problématique, c'était la capacité de pouvoir générer des leads, générer du prévisionnel, générer du chiffre et avoir vraiment des pratiques de lead generation marketing de qualité. Et en fait, pour moi, ça me faisait penser à cet élément que je souhaitais partager ce matin avec l'ensemble des personnes qui assistent à ce Content Day. C'est qu'en fait, ce qui est indiqué ici, c'est que en fait, un alignement clair entre les équipes marketing et les équipes commerciales avec des synergies permettent d'améliorer de 67% l'efficacité des ventes et de conclure des ventes. Le problème, c'est que c'est très, très peu répandu parce que souvent, il y a une dichotomie entre les marketeurs d'un côté et les sales de l'autre. Comment tu l'expliques? Donc, ça se fait, mais ils ne sont pas outillés pour collaborer. Parfois, tu te dis qu'on en est quand même… Parfois, moi, je me dis, on n'en est plus là, j'espère. Mais en fait, la réalité est que si. Moi, je pense… Alors, c'est marrant parce que chez Microsoft, on est très avancé, très, très avancé dans ce domaine-là. C'est une entreprise qui est vraiment leader dans ce domaine, de mon point de vue. Et je pensais que le marché était assez développé à ce niveau, mais là, ce que je vois, c'est que ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est bien, parce que c'est une très, très belle opportunité pour beaucoup de boîtes de continuer à être encore plus compétitives, puissent encore améliorer leurs chiffres, etc. Donc, il y a plein de marges. Et l'autre point que je trouve hyper intéressant, en fait, une des plus grosses problématiques de très nombreux, alors c'est une étude que j'ai vue aux États-Unis, d'execs américains, de patrons de boîtes, c'est la capacité de pouvoir accéder rapidement à la bonne information par rapport à des comptes que je suis. Et en fait, les temps de latence pour trouver l'information, la bonne information ou communiquer la mauvaise information, ça coûte en moyenne 1 milliard aux boîtes par an, d'un point de vue relation commerciale. Et c'est là où je me dis comment le marketing, qui très souvent fait des campagnes en oubliant d'intégrer les forces commerciales, peut avoir un rôle encore plus fort et qui est extrêmement valorisant pour le marketing parce que du coup, il est perçu comme un vecteur de croissance. Comment le marketing peut mettre à disposition ses ressources et contenus auprès des commerciaux, travailler main dans la main pour minimiser cette, je dirais, perte de productivité et faciliter l'accès à la bonne information au moment pour le bon client. Et tu n'as pas observé que c'était souvent une décision qui se prenait dans les hautes sphères des boîtes, quoi. C'est souvent dit que le poisson pourri de la tête, quoi. Mais j'ai remarqué que les boîtes qui étaient fortes sur l'alignement sales marketing, c'est des boîtes dont le CEO ou le DG était convaincu du fait qu'il fallait aligner ces entités, quoi. Qui ne les oppose pas, en fait. C'est un point essentiel d'avoir le sponsorship d'un comité de direction. Mais aussi, des fois, ce que je peux observer, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passionné par ça, qui souhaite s'investir et qui va influencer. Exactement, il va le porter, en fait. Qui va porter le projet. Ensuite, il y a un programme qui peut se mettre en place et qui peut se développer à très grande échelle. Ce que tu as réussi à mener pendant ces dernières années, j'imagine, chez Microsoft. Absolument. Après, chez Microsoft, par rapport à ce que tu mentionnes, le projet de transformation du marketing pour évoluer vers du moderne marketing et vers du coup de la vente et du marketing connecté, l'impulsion a été donnée par notre CEO, effectivement. Donc c'est les deux, du coup. Voilà. Toi, tu as été un super ambassadeur, tu t'emparais du sujet, tu trouvais que c'était fondamental pour la boîte, mais qui ne serait pas arrivé si à un moment on ne te donnait pas les moyens et les raisons d'y croire aussi. Absolument. Trop cool. On s'était dit tous les deux que voilà, juste avant que tu arrives, on avait passé 3 heures à parler de Sales Enablement et que du coup un top 5 qu'on ressortait comme ça. Alors le top 5, je pourrais en parler pendant 2 heures. Ça pouvait être une belle façon aussi d'emballer un peu la discussion. Absolument. Je vais essayer de le faire rapidement. Le premier point dans le top 5, c'est la notion d'orchestration. Alors à la petite pause café, je te disais, et c'est vrai avec le numérique, avec le développement de l'IA à très grande échelle, il y a un métier sur 2 qui n'existe pas encore d'ici à 2030. Moi, j'ai la conviction, et je l'ai vu parce que je l'ai fait dans mes équipes, que sur ce domaine-là, il y a un nouveau rôle qui va se développer dans les entreprises, avec des personnes qui sont déjà en place ou des personnes qu'on va recruter, qui est le rôle, non pas de webmaster, comme on l'a vu à la fin des années 90 et pendant de nombreuses années entre 2000 et 2015, la notion de Sales Enablement Master. C'est-à-dire une personne qui a une sensibilité des compétences à la fois business, data et marketing, qui est capable de travailler entre les personnes qui produisent des campagnes marketing, les commerciaux, les sales excellence leads qui vont définir des priorisations de comptes, qui comprend les outils aussi, etc., et qui va animer une équipe transversale pour donner le tempo entre les outils à utiliser pour le sales enablement, les insights
qui arrivent des campagnes de marketing automation et qui vont permettre aussi de savoir quel contenu partager. Et les sales stage qu'il y a dans le CRM. Et en fait, si on n'a pas… alors, on reviendra sur la notion de PME, PMI, parce qu'on peut une des questions de dire, mais moi, si je suis dans de PME, est-ce que je peux mettre en place du sales enablement? La vue, elle est plutôt grand groupe, mais oui, c'est tout à fait possible dans une PME, PMI. En tout cas, pour que ça fonctionne bien dans des entreprises de plus de 500 salariés, avoir quelqu'un qui s'empare de sujets et qui donne du rythme entre comité de direction, direction commerciale, direction marketing, c'est un facteur clé de réussite. Mais bien sûr, Deuxième point pour les entreprises de plus de 500 personnes, une personne seule qui donne du rythme ne pas tout faire, donc elle doit créer une équipe transversale. Et pour bien le faire, et c'est ce qu'on a fait chez Microsoft, et ça a été un grand succès. En tout cas, le modèle qu'on a mis en place en France, s'est déployé au niveau mondial. Et petit moment cocorico, surtout quand on est devant nos chers amis anglais ou d'autres. La France, au cours des 3 dernières années, enfin 2,5 dernières années, sur les indicateurs de mesure liés au digital selling et au sales enablement, a été la filiale numéro 1 au monde. Par rapport à ces pratiques, à ces 5 facteurs clés dont je parle. Donc, je sais que ce dont je parle, j'en ai tout à fait confiance puisqu'on était numéro 1. Des fois, on était numéro 2, etc. Puis on se rattrapait. C'était sur l'ensemble des 16 régions. On est souvent complexé sur ces sujets-là, alors qu'en fait, on n'est pas si mauvais que ça. Il faut bien s'aligner. Voilà. Et donc, dans cette notion d'orchestration, ce qu'on a fait qui a bien marché comme pratique, on a créé des comités de champions et de super champions pour les directions commerciales. Donc, on avait des champions du digital selling and sales enablement qui coachaient d'autres commerciaux. Mais ils étaient dans ton équipe, eux, en fait? Non, c'est les équipes transversales. Et dans mon équipe, par contre, avec l'équipe transversale qu'on a mis en place sur le digital selling, l'idée, c'était d'animer cette communauté de champions au sein de l'entreprise, qui faisait rayonner toutes ces pratiques-là et les contenus qu'on peut mettre à disposition. Et donc, le deuxième point qui est fondamental, c'est s'outiller, se former et se former. Alors, s'outiller, Ground Zero, c'est CRM plus marketing automation. Donc là, je pourrais citer plein d'outils. Il y en a énormément sur le marché. Moi, par catégorie, j'ai mon top 3 en fonction des secteurs qui sont en place. Vas-y ou pas, c'est trop long, c'est ça? Ou tu peux le faire? C'est trop long, mais typiquement, avoir des bonnes combinaisons. Typiquement, je prends côté Microsoft, c'était un combo Adobe Marketo Dynamics. C'est le fondement absolument essentiel. Mais il peut y avoir du Salesforce avec du Sprinkler, par exemple, pour créer des dispositifs d'engagement marketing automation très forts ou d'autres encore. HubSpot permet de répondre à énormément de choses. Nous, on est très HubSpot, mais c'est bien pour notre taille de boîte. Alors, HubSpot, on les voyait sur des entreprises de moins de 1000 personnes. Leur croissance est très très forte, marquée. Leurs investissements sur différents produits est fort. Bon, je ne vais pas faire que la pub d'HubSpot, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont suffisamment matures pour adresser des grandes entreprises. Ok. Mais ce que tu dis, en tout cas, c'est fondamental d'être bien outillé. Ground Zero, CRM, automation. CRM, marketing automation. C'est fondamental, clairement. Et en lien avec ça, de mettre en place des programmes de formation autour de ces outils. Comment tu le faisais? Marketing et commerciaux. Et ça commence dès le premier jour. C'est-à-dire qu'au départ, on ne le faisait pas dans les programmes d'onboarding. Les nouveaux commerciaux arrivent. Il faut pouvoir les former, leur expliquer comment ça fonctionne. Comment fonctionne le CRM, comment fonctionne l'accès à l'information dans le CRM, etc. Comment je crée mon espace de travail de sales et comment j'accède aux espaces dédiés de contenu qu'on a déployés avec Sysmic, notamment. Sysmic est un excellent outil de sales enablement. Moi, je l'ai vraiment utilisé régulièrement. Et donc, du onboarding, comment j'outille et je forme les membres de ma communauté de super champions pour pouvoir former et du coup, créer un cercle vertueux. C'est ça. Ce que tu dis dans ces moments-là, une fois que tu as bien défini ce que tu devais faire, que tu es outillé, que tu as formé tes équipes, ça peut paraître vertigineux de se lancer comme dans le sales enablement. Et il faut prioriser. Je crois que c'était un de tes troisième points, c'était de dire, OK, voilà, maintenant, on a une feuille de route, on va bien s'y tenir. Oui, il faut prioriser parce qu'on peut avoir plusieurs priorités. Donc, quelles sont vraiment les top 3 de mes priorités? En fonction de ça, quels sont les contenus que je vais produire ou localiser. Et un point à ce niveau-là qui est extrêmement important, c'est bien sûr d'écouter les sales, parce qu'il peut y avoir des besoins très spécifiques, de savoir quel est le contenu de mon siège ou que moi je produis en tant que tel, si je suis le siège qui vont résonner le plus. Mais en lien avec ça, par rapport au point que je mentionnais sur comment je facilite la vie de mes commerciaux au quotidien et la vie de mes dirigeants, si ce contenu que j'ai produit, que j'ai priorisé, je ne l'ai pas
tagué, c'est-à-dire que je ne l'ai pas associé à un certain nombre d'attributs comme l'industrie auquel le contenu s'adresse, les audiences auxquelles il s'adresse, les produits qu'il couvre, etc. Je ne vais pas faciliter la vie, au contraire. J'ai un contenu qui sera disponible, on ne sait pas à quoi il correspond vraiment. Donc le tagging est absolument fondamental. Et c'est là aussi dans la notion d'équipe transversale où il est très important d'embarquer des équipes produits, des équipes segments pour pouvoir bien le faire. C'est la question que je me pose, je me suis souvent posée. Comment tu fais remonter l'information des commerciaux sur ce qui fonctionne ou dysfonctionne sur le marché? C'est quoi? C'est des meetings qui sont calés à l'agenda sur ce sujet-là? C'est des canaux sur vos outils de communication en interne, type Slack pour nous par exemple? Ça marche comment en fait? Comment tu t'assures que les commerciaux sont bien en train de remonter les infos terrain, ce qui est fondamental évidemment pour derrière leur produire des contenus qui leur serviront? Toi, tu faisais comment? Enfin, tu faisais comment? On n'avait pas prévu la question. Donc, si, mais en fait, c'est lié au point 5. Mais ça me passionne. C'est le point 5 lié à la mesure. Alors, ce qui est très intéressant quand on a des outils, c'est qu'on a des chiffres. Mais après, c'est pas que les chiffres, c'est de l'humain aussi. Et je vais revenir sur la notion de gamification pour faire ces deux points. La notion de mesure, nous, on a défini un certain nombre de mesures clés qui nous permettaient de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tout d'abord, lorsqu'on a des outils Sales Enablement, alors je reprends Sysmic à nouveau, quand le contenu est partagé, qu'il l'ait vu, on le sait. Et donc, quand on en a un certain nombre, on peut voir les contenus qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Bien sûr. Et puis, il y a des pratiques, des dispositifs qui permettent d'avoir des retours des commerciaux via le CRM ou via Teams pour savoir si le contenu est efficace ou non. Et donc, en prenant tout ça, en faisant cette forme de, entre guillemets, télémétrie associée à des retours quali, on arrive progressivement à orienter sa production ou sa localisation. Donc ça, ce chiffre est hyper important. Le deuxième point qui est fondamental, qui n'est pas totalement lié au Sales Enablement, mais qui travaille main dans la main avec le Sales Enablement, qui est une mesure que moi, je regardais vraiment de façon très attentive, c'est la notion de Marketing Insight for Sellers. Alors, la notion de Marketing Insight for Sellers, chers téléspectateurs, c'est la capacité de pouvoir faire en sorte que mon commercial, qui est dans son instance CRM, qui suit un compte, par exemple, sur le compte L'Oréal, LVMH, etc., ou d'autres, je suis sur plutôt la partie retail luxe, comment je m'assure que les informations associées aux campagnes marketing, donc le nombre de téléchargements de livres blancs, le nombre de webinaires auxquels le client est allé, d'événements, etc. Comment moi en tant que commercial, je vois ce qui s'est passé, je vois quel type de rôle a fait quel type d'activité, et par rapport à son rôle, quel contenu je peux lui envoyer derrière. Soit via mon CRM et mon outil de Sales Enablement, par Sysmic, soit via LinkedIn Sales Navigator. C'est pour ça que dans les métriques qu'on regarde, donc je répète, il y a la notion d'efficacité du contenu, la notion d'analyse des insights et comment en tant que commercial générer des insights, la notion ensuite, on appelait ça, nous, notre CRM s'appelle MSX Content Usage. Donc c'est le nombre de fois où j'utilise le contenu mis à disposition. Je peux avoir le meilleur outil du monde, je peux avoir la meilleure app du monde, mais si personne n'y vient, on connaît, c'est le basique, l'app ne fonctionne pas. Donc là, on mesurait sur l'ensemble des commerciaux, quel était le pourcentage des commerciaux qui allaient au moins une fois par semaine ou une fois par mois utiliser un contenu mis à disposition. Donc, il y a la notion d'usage du contenu mis à disposition. Et le dernier point, qui est associé au Sales Enablement, mais de façon plus large à la vente et marketing connecté, qui est le Social Sales Index de LinkedIn. Parce que dans le Social Sales Index, je mesure la capacité à pouvoir engager de nouveaux contacts et leur partager de l'information qui peut venir d'articles que j'ai trouvés sur Internet, mais également de mon outil de Sales Enablement que je vais partager via LinkedIn Navigator que je peux connecter à mon CRM, bien sûr. Tu parlais de gamification, mais nous, je sais qu'on commence à se tirer un petit peu la bourre dans l'équipe Sales et Marketing. À qui a le meilleur Social Selling Index? Alors, on a une alternante qui est arrivée, qui a mis la barre très très haut très vite parce qu'elle est fan d'outbound, elle a tout câblé. Et donc moi qui étais un peu devant, ça m'a piqué, tu vois. Donc je m'y suis remis à republier du contenu. On n'a pas parlé de ça, mais du coup, je ne serais pas surprise de regarder, mais je pense que tes meilleurs sales, ils ont un SSI supérieur à 65. Ah bah oui, ça, c'est en effet, je pense, enfin, je sais que Laure c'est le cas, je sais que Claire c'est le cas. Bon. Et c'est un peu le challenge de. Non, mais en fait, tout ce que tu dis est passionnant et vraiment. Et juste la partie gamification, sur ce dernier point, on a créé des challenges pour valoriser des pratiques de commerciaux. Par exemple, parmi les meilleurs commerciaux, il y en a qui expliquaient comment facilement ils partageaient des fichiers très lourds avec leurs clients. C'est un truc tout bête, mais on avait une newsletter adressée à tous les commerciaux par un commercial lui-même qui expliquait comment il faisait. Bien sûr. On a créé des challenges. Donc là, moi, je préconise de faire ça à toutes les entreprises qui ont plus de 500 salariés. Comment je crée sur mon année,
en fonction de marronnier. Hein, ça peut être PAC, faire un Easter Egg Challenge, et qui va être finalement un Digital Selling Hack ou un Sales Enablement Hack. Je prépare du contenu en fonction de ce qui est prioritaire pour mes commerciaux. Les équipes marketing et les équipes commerciales travaillent main dans la main. Pendant 2 jours, envoyer du contenu, etc. Et tu récompenses ça ou Et donc, après, il y a des rewards qui peuvent être associés à la récompense symbolique ou matérielle. Mais dans le symbolique, par exemple, il peut y avoir des dîners avec notre présidente ou des membres du comité de direction, des reconnaissances également sur les réseaux sociaux. Et en lien avec ça, on a créé, c'est là, il y a la notion de se former et de gamifier, un permis de conduire, on va dire une driving license du digital selling. Et on a eu 352, un peu plus de 360 au final, commerciaux qui ont passé ce certificat. Et c'était un badge. Et ce qui était génial, c'est que beaucoup ont souhaité le partager sur leur compte LinkedIn. Parce qu'un des points dans la partie formation qu'on a impulsé, et j'en suis convaincu, c'est que les commerciaux aujourd'hui qui ne sont pas augmentés par tous ces outils, qui ne sont pas augmentés par l'IA, etc., auront plus leur place demain dans les entreprises, notamment de tech. C'est impossible. Et donc, de passer, et pareil pour les marketeurs, un marketeur qui n'est pas orienté tech aujourd'hui, il est mort, hein, clairement sur le marché. Et donc, en fait, c'est un vecteur d'employabilité et de performance au sein de l'entreprise. Et du coup, une des résultantes, c'est ce partage très large de posts qu'il y a eu sur LinkedIn et qui a extrêmement résonné. C'était une best practice d'ailleurs mondiale chez Microsoft qui a très bien Magnifique, magnifique. Je pense qu'on peut prendre peut-être une ou deux questions. Il nous reste 2-3 minutes. Je ne sais pas si je vais directement les voir là, peut-être. On a une question qui est une très bonne question d'ailleurs qui nous demande comment est-ce qu'on aligne le contenu plutôt sur le pipeline commercial ou plutôt sur le funnel marketing plus classique. Donc je reprends une question. On a une question de Mathilde qui demande si on aligne le pipeline sur… Si on aligne la production de contenu sur son pipeline commercial ou plutôt sur son funnel marketing. Alors, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Sur la partie funnel marketing, ça implique d'avoir une approche de priorisation des comptes, donc de faire de l'account-based marketing. Quels sont mes comptes prioritaires en lien avec des modèles de propensité, en lien avec des observations de croissance du marché et de là où on estime qu'il y a le plus de potentiel. Donc, je vais produire du contenu en fonction de ces comptes priorisés. Et puis, par rapport au pipeline, si je suis sur des comptes à très, je dirais, fort potentiel et que je suis passé à plus de 50% dans le cycle et que de vente et qu'on pense que certains contenus permettront de faciliter je dirais le closing, il faut en faire de temps en temps. Par contre, ça veut dire que je suis équipé pour le faire. Donc, je travaille avec une agence qui me permet de produire le contenu assez rapidement et où je développais une pratique de content factory sur mes sujets pour pouvoir répondre à ces besoins de commerciaux. Par exemple, on s'aperçoit que sur des RFP, si je réponds avec du fond et de la forme sur un projet et que j'ai bien appliqué mon agence ou ma content factory pour le faire, j'ai des très bons retours. Nous, on a pu l'observer, mais typiquement, pour que ça fonctionne, il faut être en totale, je dirais, adéquation, synergie avec les sales. C'est s'assurer que les commerciaux reviennent vers nous pour qu'on puisse les aider dans leur formalisation de RFP. Clairement. On prend une dernière question ou je conclue? T'en as une autre? Vas-y. Nadia qui nous demande comment on commence, par où commencer dans la production de contenu quand on n'a pas encore d'insight marché. Et on prend l'exemple de si on veut ouvrir un nouveau marché. Vas-y. Par où on commence en fait dans le cadre de sa production de contenu quand on n'a pas encore assez d'insight marché et qu'à un moment il faut y aller quoi. Je sais pas si tu veux répondre c'est une question assez large mais c'est une question assez large. Alors je me dis mais comment je ferais alors je vais répondre un petit peu par l'outil. Après il faut avoir un peu de pratique pour le faire. Mais quand on n'a pas d'insight marché ou d'études de marché en tant que tel, il y a quand même des outils qui permettent de faire des choses extrêmement intéressantes. Je prends par exemple SEMrush. SEMrush, qui est un outil de SEO, mais je peux, par rapport à un domaine qui m'intéresse, un marché à développer, je ne sais pas, par exemple, celui de la santé, il y a. Je peux regarder quels sont l'ensemble des champs sémantiques, des queries, qu'est-ce qui est le plus tapé dans ces domaines-là comme requête. Et par rapport à ça, je peux me faire une idée des contenus qui sont intéressants à produire. Et à la fois sur de la long tail et puis du short tail pour pouvoir engager. Donc moi, je commencerai déjà par une forme de veille liée à du SEO. Et puis ensuite, si je suis un peu équipé, ça peut être via du Sprinkler, du Hootsuite ou
ou HubSpot aussi qui a une composante social, mais par exemple Sprinklr a une brique de social listening qui est très développée. Donc, je peux faire du social listening sur des sujets, mes sujets prioritaires ou les sujets que je souhaite couvrir. Ça va me remonter des insights et ces insights vont me permettre de produire avec mon agence ou mes acteurs de production de contenu au sein de mon entreprise, le contenu qui me permettra d'engager avec mes clients. C'est comme ça que je ferai. Moi, je te ferai pas une réponse de Normand, mais de Grec. Ça me consisterait à dire, faut en revenir en fait aux fondamentaux de qui on est en tant que marque. Là, je sors un peu du côté market digital, enablement. On en revient aux bons basiques et fondamentaux, qui serait déjà de se poser la question de qui on est en tant que boîte, quels sont ses objectifs, quelles sont nos cibles, quelle est ma ligne éditoriale. Donc, avant de se dire, tiens, je vais commencer à produire des contenus, c'est est-ce que j'ai déjà une ligne éditoriale? Est-ce que j'ai des territoires d'expression que j'ai identifiés? Donc ça, c'est fondamental aussi avant de te dire, tiens, je vais aller arroser le marché. Et en fait, rien ne nous empêche au début, quand on a bien cadré sa stratégie éditoriale, avec un ton de voix, avec des premiers formats, des premiers sujets, de tester, d'itérer. Et de toute façon, la performance, vous la suivrez directement sur les supports sur lesquels vous vous exprimez, quoi. Donc, vous verrez bien les sujets sur lesquels il y a de l'attraction. Si vous avez vraiment aucun outil, même si je te suis totalement sur le fait qu'aujourd'hui, ne pas être outillé, c'est du suicide. Mais voilà, déjà en faisant ça, ce qu'on oublie d'ailleurs très souvent, on peut être très outillé, mais on peut oublier ce premier pan en fait de notre métier qui est de savoir qui on est, à qui on a envie de parler, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'est-ce qu'on veut exprimer au marché en fait. C'est aussi très important. C'est là-dessus qu'on trouvera les fondamentaux qui nous permettront vraiment de captiver et de capter les audiences qu'on a face à nous. Je suis pas assez d'accord avec ça. J'adore ta réponse de Grec parce que moi, sur l'ensemble des premiers clients que je couvre, au final, c'est ce sujet qui ressort de façon prioritaire. On parle de la mission, des valeurs, quelle est la ligne éditoriale, quels sont les grands sujets, des basiques qui au final sont souvent pas considérés de façon prioritaire. Ouais, ils sont méconnus. Nous, on le voit très bien. On accompagne beaucoup de grands comptes et nous-mêmes, on a dû faire un travail vraiment de fond là-dessus quant à ce que You Love Words voulait exprimer, notre propre stratégie. Et donc, faut faire ce travail-là. Il est toujours passionnant. Comme ton intervention, mon cher ami. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Ce que j'adore, moi, dans le Sales Enablement, je conclurai là-dessus, c'est que finalement, on met toutes les chances de son côté. C'est décider de ne rien laisser au hasard, se concentrer sur des comptes clés et d'aligner ses équipes. Il n'y a rien de plus beau quand même que de se dire qu'on va gagner en équipe, surtout que les marketeurs et les commerciaux que nous sommes partagent beaucoup de choses en commun. Il y en a qui vont outiller les autres. C'est dans les deux sens. Ce qui est sûr, c'est que tout ça est au service de nos sociétés. Et je trouve qu'on a des interventions ce matin vraiment hyper éclairantes sur ce sujet-là. Je remercie vraiment tous nos intervenants. On a commencé par Seismic, Sébastien et Nathalie. Si vous voulez avoir plus d'infos sur Sébastien, je vois qu'à l'écran, on a mis une très belle photo de toi. Donc ensuite, on a, ensuite, on a eu la chance d'avoir Elodie qui nous a rejoint avec Laetitia, notre content stratégiste, pour parler de son expérience chez EssilorLuxottica et comment ils arrivaient à embarquer leurs partenaires opticiens en les formant à différents sujets digitaux. Merci Bertie, merci Baptiste, vous avez été au top sur le retour d'expérience de ce que fait You Love Words. Et puis Hervé, comme d'habitude, notre pilier qui a parlé avec son invitée Mélanie de comment Adobe aujourd'hui arrivait à ne plus être concentré sur son pipeline commercial, alors que j'aurais pu imaginer que c'était vraiment notre obsession tout le temps, mais d'aller encore plus loin, de se dire que le pipeline c'est une chose, mais qu'est-ce qui va influencer ce pipeline? Moi, c'est un grand enseignement que j'ai reçu, puis je connaissais pas la notion de progression. Enfin, je la comprends, hein, mais je l'utilise jamais en fait. Et donc le sujet, c'est pas de se dire j'ai un lead dans le pipe. C'est on est où de la progression de ce lead? Parce que l'enjeu, évidemment, surtout sur les marques en B2B pour le coup, avec des gros paniers moyens, il est fondamental. Quand on est en train de signer des deals à 100, 200, 300, 1 million d'euros, le sujet n'est pas de savoir qu'on a ce lead dans le pipe. Le sujet est de savoir où est-ce qu'on en est dans l'étape de closing de ce lead-là, quoi. Et donc, toute influence qui peut aider à closer ce pipe, il faut la travailler, quoi. Et merci pour tes règles. Merci pour ta driving license. On peut s'amuser de tout et surtout de ces sujets-là. Je pense que c'est le dernier point que moi j'aimerais partager. C'est qu'il faut prendre du plaisir à faire tout ça. Quand on y met du cœur, de la créativité et qu'on respecte les process, on arrive à faire de grandes choses, surtout dans des contextes marchés un peu flottants comme en ce moment. Voilà, respecter ça, s'amuser, y aller. Tu parlais de LinkedIn Sales Navigator. Nous, on fait joujou tous les jours. On essaie de comprendre ce qui va fonctionner. Parfois, on trouve notre petite mine d'or et on y va. Et ça aide la boîte à se développer. Vraiment, merci à tous. Merci à mes équipes qui m'ont aidé à préparer aussi cette matinée. Romain, Lucille, Bertie encore une fois, Annabelle, toute l'équipe de You Love Words qui est derrière vos écrans peut-être ou qui nous soutenez de loin. Et merci à vous de vous être connectés. J'espère que vous avez passé un bon moment. On vous enverra certainement les vidéos en replay. Donc, si vous n'avez pas pu tout voir, vous les aurez. Voilà, que la fête commence ce soir. C'est nos 10 ans. Donc, envoyez-nous des bonnes ondes. Et si vous avez envie de vous joindre à nous, ce sera avec grand plaisir. Voilà, à bientôt et merci à tous.
Ciao, ciao.